Alors, à partir de là, comme je vous le disais, on va pouvoir échanger sur les questions que vous avez pu vous poser. Je ne vois pas de discussion du côté de l'outil de discussion. Donc, le mieux, c'est peut-être de le faire directement à l'oral. Donc, vous pouvez réactiver au fur et à mesure vos micros. Voilà, n'hésitez pas effectivement, en sachant que j'ai laissé effectivement quelques points de détail techniques absents de la présentation. Donc, vous n'hésitez pas effectivement à poser des questions aussi bien génériques, consommateurs, que des questions très pro, très techniques au besoin. Alors, première question que je vois passer au passage côté chat. Dans le cadre d'atelier, est-ce que tu conseillerais de faire la liste des allergènes? Alors oui, je l'ai toujours conseillé. Ça fait partie effectivement des choses que je trouve effectivement très positives, très intéressantes. C'est effectivement dans un domaine qui est plus un domaine d'information, qui est celui de l'atelier cosmétique, d'avoir un tableau résumé où vous allez pouvoir avoir des cases. Donc, par exemple, vous avez une entrée avec le nom des molécules, vous avez les huiles essentielles que vous utilisez habituellement dans le cadre de vos ateliers, et vous allez pouvoir cocher simplement les cases où, voilà, si telle huile essentielle contient du linalol, la personne peut le savoir assez facilement. Je vous invite aussi d'ailleurs à ce propos dans les ateliers, n'hésitez pas à aussi toujours avoir des alternatives de parfums qui, voilà, par exemple des extraits de fruits qui peuvent parfois contenir aussi certains allergènes, mais des fruits qui sont par exemple très peu connus pour provoquer des allergies. Un abricot, par exemple, vous pouvez tout à fait, dans les ateliers, prévoir une petite alternative. Dans tous les cas, effectivement, c'est important d'informer très clairement le consommateur sur, voilà, sur la présence de ces allergènes. Alors, y a-t-il d'autres questions? Non, tout a été très clair. Alors, si vous voulez, s'il n'y a pas d'autres questions, je vais en profiter et puis n'hésitez pas, si elles viennent au fur et à mesure les questions. En voilà une. Donc, la liste est-elle déjà éditée? Oui, justement, mais merci pour effectivement, voilà, pour le commentaire. La liste, alors, elle existe déjà, justement, je vais vous la partager, comme ça, on va voir ça ensemble. Alors, c'est un document que vous pouvez retrouver sur Internet sans souci. Et donc, pour l'instant, du coup, c'est dit brouillon, mais voilà, logiquement, il devrait y avoir très peu de choses qui vont sortir, en sachant qu'il va y avoir deux documents. Il y a un document qui est le règlement, qui explique pourquoi on est venu sur ce changement. Et puis, il y a cette annexe. Alors, en sachant qu'à terme, bien sûr, ça, c'est l'annexe 3 du règlement 1223/2009. Donc, à terme, bien sûr, le règlement et ses annexes vont être modifiés. Mais en attendant, effectivement, c'est dans ce texte-là, pour l'instant, qu'on a effectivement toute cette liste et les petites particularités qu'on nous rappelle. Donc là, on voit par exemple le benzylalcool, etc. En sachant que tout n'est pas forcément issu du naturel, en l'occurrence. Donc, ce document, vous allez y retrouver notamment, on nous dit ici, voilà, donc par exemple pour le pain Mugo, on nous dit là aussi qu'il y a un grouping name, un nom groupé, donc que je mette de l'huile essentielle, que je mette un extrait de feuilles, etc., que je mette voilà, peu importe effectivement le type d'extrait. Alors, non, je dis des bêtises, c'est pas peu importe le type d'extrait, c'est dans la limite où c'est listé ici à l'intérieur. Après, on est d'accord que quand on dit extract, il y a une petite ambiguïté. Ça pourrait être un extrait dans la glycérine, ça pourrait être un extrait dans l'alcool, ça pourrait être un extrait dans l'huile. Et ça, c'est une des difficultés
qu'on est susceptible de rencontrer dans nos métiers, c'est que pour les huiles essentielles, faire une analyse, ça se fait vraiment couramment. Pour les hydrolats, on y est pas mal arrivé et donc de plus en plus, pour votre hydrolat, vous aurez aussi un certificat d'allergène. Ou à défaut, c'est toujours pareil, vous pouvez partir d'une chromatographie, si c'est vous qui êtes producteur, productrice, vous pouvez faire chromatographier votre hydrolat ou votre huile essentielle et établir bien sûr votre propre certificat allergène. Là où c'est plus compliqué, effectivement, alors si c'est dans l'alcool, effectivement, ça reste quelque chose, ces molécules peuvent être encore facilement séparées et analysées. Là où ça devient beaucoup plus complexe, c'est quand il s'agit d'un macérat huileux ou quand il s'agit par exemple d'une poudre de plante. Vous voulez mettre une poudre de fleurs de lavande par exemple dans un masque. Là effectivement, pour l'instant, on en est à des hypothèses, des suppositions, mais on n'a pas enfin moi j'ai encore jamais vu voilà une entreprise, un fournisseur faire un certificat d'allergène pour un macérat huileux par exemple, parce que effectivement ça fait partie des analyses qui se font très peu. Même chose pour les poudres. Alors, je vais vous la présenter aussi sous un autre format. Donc ça, c'est vraiment le règlement. Ça devrait être publié, donc on devrait y avoir accès, voilà, peut-être peut-être demain, mais voilà, on l'attend le plus rapidement possible. Et donc jusque-là, on avait notre liste des 26. Donc, ce qui va se passer. Et d'ailleurs, pour les gens qui sont passés par la formation réglementation Drumana, souvenez-vous que je mets à jour le drive dans lequel je vous mets à disposition les documents. Côté réglementation, vous aurez aussi accès à cette liste des allergènes. Donc, je la cherche dans mes documents. Voilà. Donc, ça, c'est le règlement tel que je viens de vous le faire voir sous format PDF. Là, c'est une version qui est passée tout simplement dans Excel de l'un à l'autre. J'en profite pour vous faire voir des petits détails que vous aurez l'occasion de voir quand vous allez rentrer dans ces nouveaux certificats d'allergènes. Alors déjà, première grande nouveauté, je vous disais, c'est que on a d'abord des substances isolées. Donc on a par exemple l'amylcinamale, l'amylsalicylate, etc. C'est-à-dire qu'on a des noms de molécules aromatiques. Donc on va y retrouver nos classiques, limonène, linalol, etc. Et puis il va y avoir une deuxième partie. Alors c'est mélangé dans le règlement, mais là c'est séparé. La deuxième partie, c'est effectivement des extraits naturels. Et cette nouveauté, effectivement, va nous amener à étiqueter des choses comme l'huile essentielle d'ylang, le cèdre, la cannelle, euh, le, voilà, la fleur autant que le zeste d'oranger, etc., la bergamote. C'est-à-dire que, en sachant que je disais, c'est pas forcément pour nous très impactant, parce que si on mettait de l'huile essentielle de citron, par exemple, on allait de toute façon probablement le mettre sur l'étiquette dans les ingrédients INCI. Maintenant, si vous aviez choisi de mettre fragrance ou si vous achetez des fragrances voilà, à un fournisseur spécialisé, vous devrez non seulement mettre fragrance, mais vous devrez, s'il y en a plus, voilà, si on dépasse les seuils, vous devrez effectivement aussi mettre en avant le nom de l'huile essentielle. Donc voilà, on les passe rapidement en revue. Euh, on se retrouve effectivement alors avec les classiques, la girofle, etc., mais aussi avec des choses comme le jasmin, le laurier, le lavandin, la lavande, la menthe, enfin les menthes, voilà. Donc je vous les passe pas tout en revue. On voit le géranium rosa, on voit le santal. Bon, la verveine, c'était effectivement une évidence parce que voilà, sous sa formule essentielle, on pouvait déjà pas l'utiliser. On voit ici le patchouli, etc. Donc, pour reprendre un petit peu, c'est en fait, en sachant que vous devez les considérer deux fois, puisqu'il y a une première fois où, si vous avez choisi de mettre fragrance, si dans votre fragrance, il y a
voilà, de la lavande, par exemple, elle devra apparaître en plus. Si vous aviez choisi de mettre déjà lavande, par contre, le petit changement, ça fait partie des choses sur lesquelles on est dans les faits, dans la pratique, et notamment parce qu'il n'y a pas encore eu de contrôle, on est encore un petit peu sur un doute parce que j'ai choisi de mettre lavande fine, et puis on me dit qu'il y a un nom groupé pour la lavande fine et ses extraits. Donc logiquement, je devrais mettre la vente fine parce que j'ai choisi de dire à mon consommateur que j'en mettais. Et puis, ben, dans la liste des allergènes, je vais me retrouver avec le nom groupé de la lavande à mettre en plus. En pratique, ça va se débattre un petit peu lors des contrôles. Voilà, personnellement, j'estime que si on met déjà le nom de l'huile essentielle parce qu'on avait l'habitude de cette transparence et qu'on n'a pas forcément des places immenses sur les étiquetages, voilà, on pourrait débattre du fait de ne pas la mettre deux fois. Autre petit détail que vous voyez dans ce tableau, c'est que on a eu ces petits détails. Alors, vous voyez une espèce de cotation ici. C'est lié au nombre de tests connus positifs dans la littérature qui ont amené effectivement à classer ces molécules. Donc, on voit que si on a une petite croix, c'est qu'il y a eu plus de 10 tests de réaction positive. Et quand on est au niveau 4, c'est qu'il y a eu plus de 1000 tests de réaction positive dans le cadre de ces études. Donc, c'est pour ça que je vous disais, il faut aussi relativiser, on est sur des échelles. Bien sûr, quelqu'un qui est allergique à une molécule qui n'a qu'une croix, ça ne change rien. Voilà, il y est allergique pour autant, mais ça permet d'affiner un petit peu cette visibilité, ces notions-là. Puis on a aussi autre chose d'important qui est apparu, c'est la notion d'oxydation. Vous savez déjà que pour pas mal de molécules ou d'huiles essentielles, on est censé vérifier l'indice de peroxyde qui nous permet effectivement de vérifier que ces huiles essentielles ne sont pas oxydées. Bah, ici, on voit effectivement que parfois, on va avoir, donc ici par exemple pour le bêta-cariophyllène, s'il n'est pas oxydé, on va avoir un plus, oxydé on a un plus, donc effectivement là c'est pas très différent. Est-ce que j'ai un... Voilà. Là, par exemple, ici, pour le limonène, s'il n'est pas oxydé, il peut effectivement représenter un potentiel statistique qui est à niveau 2 et il passe à niveau 3 s'il est oxydé. Bon, c'est un petit peu ambigu parce que de toute façon, nous, on a pour obligation de vérifier en amont. Et ça apparaît aussi dans le texte qu'on regardait tout à l'heure. Donc, je vais le remettre un instant pour repérer ces notions-là, donc sur le draft. Vous allez aussi trouver dans la colonne H, donc qui est celle où on a les noms groupés, on va aussi retrouver, donc là par exemple pour le pain Mugo, donc en numéro 109, on voit qu'on nous demande à ce que la valeur de l'indice de peroxyde soit inférieure à 10 millimoles par litre. Donc ça, ce sont deux obligations indépendantes, mais qui du coup permettent de valider le fait que bah, voilà, on a fait déjà cet effort en amont. Si ce pain Mugo devient un allergène avec un potentiel plus important s'il est oxydé, on va bien sûr s'assurer que ça ne soit pas le cas. Alors, est-ce que vous avez des questions du coup dans le prolongement? N'hésitez pas. Donc, moi, j'ai vu qu'il y en avait quelques-unes qui avaient été posées du côté de l'outil discussion. Et puis, si on avait d'autres à poser en direct, n'hésitez pas. Bonjour Frank. Bonjour. Yo en question, au niveau allégation, je ne mets pas, j'ai une ligne avec des huiles essentielles, une autre ligne avec sans huiles essentielles. Mhm. Et je ne mets pas sans parfum, mais je mets sans parfum ajouté. Et Oui. pour moi, c'est nécessaire parce que je connais des personnes qui sont vraiment sensibles à presque toutes les huiles essentielles Mm. parce que bon, c'est comme ça. C'est pour ça que pour moi, c'est Bien sûr. important de donner cette alternative et ajouter qu'il n'y a pas de parfum. Donc, c'est seulement pour voir si c'est bien de le faire comme ça, sans parfum ajouté. Bah, c'est déjà effectivement, sans dire que préciser le fait qu'on n'a pas rajouté de parfum, effectivement, dans le cadre d'un contrôle, effectivement, bon, c'est toujours ce sera toujours l'objet
d'un débat, mais effectivement, ça donne de la clarté. Puis effectivement, commercialement, bon, moi je le dis souvent, hein, dans une gamme de savons, par exemple, c'est bien d'en avoir un sans huile essentielle parce qu'effectivement, on a effectivement des gens qui ont été tellement exposés qui peuvent y être devenus sensibles ou allergiques. Donc ça fait effectivement partie du jeu. Après, sans huile essentielle, c'est déjà un autre débat parce que c'est souvent parce que les personnes ont eu pas mal de d'informations un peu erronées. Par exemple, on a des choses qui traînent sur le fait que les huiles essentielles ne sont pas biodégradables. Bon, voilà. Et donc, bah, au fur et à mesure de ce que les gens peuvent voir sur Internet, dans les magazines, etc., ils ont parfois des inquiétudes qui sont pas forcément non plus très, enfin basées sur des faits, hein, clairement dans le cas des huiles essentielles, puisque comme je disais tout à l'heure, on a en l'occurrence une tonne d'obligations et de règles du jeu qui font qu'on n'est pas censé mettre en danger la personne quoi qu'il en soit. Oui, oui, c'est ça. Ah oui, Mm. bon, il faut peut-être parler un petit peu plus du sujet pour qu'il soit Oui. rassuré. Parce que c'est vrai que Mm, moi je peux pas faire une ligne complètement sans huiles essentielles parce que pour moi, c'est partie de l'organoleptique. C'est important mm. de proposer des produits intéressants à ce niveau-là. Mais c'est vrai qu'il y a des gens qui, pour défaut, ils préfèrent pas aller vers ce type de produits. Mais bon, je vais Mmh. voir Bah, je ça. dirais je dirais que dans un démarrage, de toute façon, on va être, voilà, on va être amené à répondre à la demande du client, telle qu'elle est aujourd'hui. Maintenant, effectivement, dès que vous avez l'occasion, par exemple sur un salon, peut-être faire un affichage dans le cadre, de votre site internet, de reprendre des informations officielles, de rajouter les vôtres, de sourcer, par exemple, auprès de la NSM comme je le faisais tout à l'heure et puis d'informer le client et puis là, je vous dis, comme on a l'occasion d'avoir cette transition, ces nouvelles molécules qui vont apparaître sur l'étiquette, et cetera, bah, il ne faut pas hésiter à en profiter pour, effectivement, bah, faire une information positive, remettre les choses un petit peu, voilà, à leur place. Même si effectivement beaucoup de gens, comme je le disais notamment avec les applications, vont avoir tendance à se défier. Après, c'est logique que sans plus d'informations, les gens puissent être dans la crainte. Ok. Bon. Une deuxième question, est-ce que aussi il y a des personnes qui utilisent souvent un même produit avec des huiles essentielles et Mmh. avec le temps, ils développent une allergie. Et donc, à ce niveau-là aussi, ils se méfient. Donc, quels seraient les conseils qu'on peut faire aux clients à ce niveau-là, d'alterner des produits Mmh. avec certaines fragrances? Oui, Hum, ça peut être un conseil intéressant. Après, c'est vrai que je vous parlais tout à l'heure de l'omniprésence des parfums dans la cosmétique. Après, il faut imaginer que les gens sont exposés à des quantités, enfin, ils sont exposés souvent et à des quantités parfois vraiment trop importantes. Il faut imaginer qu'il y a encore peu de temps, les règles du jeu n'étaient pas si claires que ça en cosmétique. Les règles de l'IFRA, par exemple, ont encore évolué récemment. Donc voilà, tout ça faisait qu'on n'avait pas forcément les mêmes filtres, donc des gens qui avaient plus de problèmes et qui vont être confrontés parfois aussi à des marques qui utilisent mal aussi bien les fragrances que les huiles essentielles, qui en mettent trop. Ils peuvent être exposés. On connaît certaines marques, connues de cosmétiques, voilà, où on va passer la porte de la boutique et ça sent extrêmement fort. On a les vêtements qui vont être imprégnés et cetera. Puis il y a le parfum aussi, hein, qui va représenter, les parfums d'ambiance. Donc ce qu'on peut conseiller aux clients effectivement, alors en sachant qu'on va quand même faire la différence entre ce qu'on appelle la sensibilisation. La sensibilisation, c'est je mets tous les jours, par exemple pour ceux qui font de l'aromathérapie, si vous mettez tous les jours une huile essentielle au même endroit, à cet endroit-là, la personne peut enfin le corps va finir par refuser. Donc il va faire une réaction, mais qui est localisée. Si j'applique la même huile essentielle de l'autre côté, je ne vais pas avoir une réaction. Donc on n'est pas sur une allergie. On est sur un ras-le-bol, à un moment donné, du corps qui est saturé de ce qu'on fait. Donc c'est vrai que voilà, il faut être attentif
pour nous au niveau de la formulation. Déjà, est-ce que le parfum est nécessaire ou pas? Et s'il est nécessaire, effectivement, parce que ça fait partie des arguments forts au niveau du choix du consommateur et de la pérennisation des ventes. Puis pour nous, ce sont aussi des actifs, hein, il faut pas l'oublier. Donc il faut toujours essayer de travailler avec le minimum possible. Donc c'est vrai que voilà, en formation savonnerie comme en formation parfumerie, on apprend à travailler aussi les synergies pour en mettre le moins possible. Donc on va essayer de bien formuler, et puis après, c'est par contre, clairement, si les gens font des réactions, il faut qu'ils prennent le temps d'identifier si c'est une allergie et si c'est une allergie, à quelle molécule. Donc vous pouvez aussi, les inviter à aller de l'avant, à ce niveau-là, parce que autant ils sont allergiques à tel type de molécule, synthétique ou naturelle, et puis, bah, ça pourrait pas mal leur faciliter la vie de savoir quelle molécule pour dire: «Ah bah, là, je peux avoir un parfum qui me plaît, mais il ne contient pas cette molécule et ça fonctionne très bien pour ma personne». Ok, merci Franck. Alors, je repars un peu sur les questions écrites. Donc, une fragrance naturelle peut-elle être sans allergène? Alors, si on est vraiment réellement sur du naturel, donc basé sur un mélange d'extraits d'huile essentielle, d'hydrolat, voilà, de macérat, et cetera, sincèrement, sans aucun allergène, ce serait vraiment difficile. Parce que je vous dis, comme je vous disais, typiquement celles que j'ai citées tout du long, linalol, géraniol, limonène, c'est extrêmement présent dans la nature, donc ce serait difficile. On a par contre effectivement des marchands de fragrances qui vont utiliser, eux des molécules isolées parce que nous on utilise des mélanges aussi, hein, c'est ce qui va augmenter la complexité. Donc on peut tout à fait avoir effectivement des marchands de fragrances qui, en utilisant les molécules isolées, pourraient faire des mélanges qui seraient sans molécules de cette liste. En sachant qu'avec les 47, ça devient, franchement un bon cran plus compliqué. Donc vous allez certainement les voir un petit peu changer leur communication. Voilà. Pour le reste, comme je vous disais, ce qui est ambigu, c'est qu'on peut noter sans allergène et que ça représente d'autres soucis. Donc ensuite, je n'ai pas bien compris l'exemple pour les macérats huileux. Pour un macérat réalisé maison et utilisé dans une production, il faudra ajouter les informations. Alors pour l'instant, en fait, ce que je vous disais, c'est que ce qui est visé, bon, sur les huiles essentielles, parce que très clairement connues pour contenir ces molécules, on en arrive maintenant à considérer les hydrolats, ce qui n'était pas le cas il y a encore peu de temps. Pour l'instant, on ne parle pas et on ne regarde pas trop les macérats huileux, on ne regarde pas trop les poudres de plantes, mais si on devait faire effectivement les calculs des cumuls, eh ben, il faudrait quand même en tenir compte. Le problème, c'est que c'est difficile à analyser, et donc pour avoir des résultats clairs analytiques précis là-dessus, du coup, du point de vue notamment de, bah, vous, au niveau de votre dossier d'information produit et au niveau de l'évaluation de la sécurité. En fait, ce qu'on va faire, c'est essayer, typiquement avec des données bibliographiques, d'imaginer que, par exemple, dans une fleur de lavande, si dans une fleur de lavande fraîche, je sais que j'ai potentiellement un 1% en poids, d'huile essentielle, bah, si j'utilise la poudre ou si j'utilise, 100 grammes de plantes pour à mettre dans mon macérat huileux, je vais faire une hypothèse pour pouvoir faire mes calculs et me dire, bah, par exemple, j'étais un petit peu en dessous du seuil. Le fait de rajouter mon macérat huileux, je vais dépasser le seuil, donc je vais étiqueter le linalol. Hein, ce serait, pour l'instant, c'est de cet ordre-là. On n'a pas pour l'instant obligation même s'il y a une norme sur ce sujet, on n'a pas pour l'instant obligation, on a une obligation de faire des calculs, mais même un document fournisseur, ce certificat d'allergène, il vous parle de la concentration maximum de linalol, mais va pas vous dire vous ne devez pas recalculer pour chaque lot avec le bulletin d'analyse combien de linalol il y a dedans. Donc, pour l'instant, on n'a pas, voilà, cette nécessité de le faire et on n'a pas à faire analyser sur le produit fini. Donc par contre, ce qu'il faut, c'est que ce que vous étiquetez soit bien dedans.
Voilà et qu'il n'y ait pas effectivement de molécules, que vous n'auriez pas mis, sur votre étiquette et qui soient présentes. Ça effectivement, on a vu effectivement récemment par exemple des produits qui ont été retirés du marché dans le cadre d'un contrôle parce qu'il y avait un allergène qui avait été trouvé alors il n'était pas étiqueté. Mais en se basant sur, des documents fournisseurs, ou à défaut de la bibliographie, hein, comme pour mon exemple de la lavande, on peut effectivement avoir suffisamment d'informations. Alors, ensuite, bah, côté étiquetage, ouais, question intéressante, quid alors des cosmétiques sans emballage? Alors, en fait, l'idée de toute façon, c'est pour les petits produits, les produits traditionnellement vendus nus comme les savons ou pour les cosmétiques vendus sans emballage. Dans tous les cas, c'est l'information doit être disponible au moment de l'achat. Donc c'est soit une affiche, c'est soit un lien avec une étiquette, voilà, mais la personne doit pouvoir lire l'information et on n'est pas sur du dématérialisé, hein, pour l'instant, effectivement et je trouve que c'est personnellement une bonne chose parce qu'on n'a pas toujours une connexion, parce que tout le monde ne veut pas utiliser un smartphone. Donc bon voilà, dans ce sens-là, c'est bien que l'information reste physique, mais c'est pour valider l'achat. Donc après, effectivement, moi j'aurais tendance à dire, par exemple, vous pourriez utiliser une toute petite étiquette pour que la personne, et là pourquoi pas avec un QR code, puisse retrouver la fiche détaillée sur votre site, de manière à ce que si ce produit, elle veut l'offrir à quelqu'un d'autre, et ben, ce quelqu'un d'autre puisse retrouver le fait qu'il y a du linalol, qu'elle se connaît une allergie sur, alors je cite beaucoup le linalol, le pauvre, hein, voilà, ça pourrait être plein d'autres molécules comme vous l'avez vu. Mais effectivement, voilà, ça permettrait effectivement que l'information soit diffusée. Ensuite, est-ce que la nouvelle législation va impliquer une modification sur les étiquetages qui sont, actuellement en cours? Alors l'idée pour se mettre en règle, en fait, c'est se mettre en règle dans le temps. Donc ce qui est là aujourd'hui, de toute façon, on a vu qu'on avait une période de transition parce que notamment, ça va être difficile d'obtenir assez vite les documents fournisseurs. Donc pour l'instant, pas d'affolement. C'est voilà, dans un espace, de 3 ans d'ici vraiment à la mise en application complète, de la réglementation, il faut vous mettre au point. Ce qu'il faudrait pas, c'est qu'effectivement après ces 5 ans, il y a encore des produits dans les magasins, par exemple, qui ne respecteraient pas cette réglementation. Donc maintenant, effectivement, il va y avoir une question, bah, pour les professionnels. Comment est-ce que je fais pour me mettre à jour? Et notamment par rapport à l'évaluateur de la sécurité. En fait, comme souvent, il faut vous poser la question de: est-ce que le fait de modifier cet étiquetage entraîne un danger nouveau. C'est une obligation d'information, donc on est plutôt sur une obligation de transparence qui va améliorer l'information du client, donc logiquement pas un danger nouveau. Donc, pour ce qui me concerne, effectivement, à partir du moment où vous voyez que vous êtes en capacité de prendre vos documents fournisseurs, de prendre tout ça en compte et de modifier votre dossier d'information produit, votre calcul des allergènes et votre étiquetage, et du coup, bien sûr, le dépôt CPNP, hein, tout ce qui va avec, vous pourriez très bien faire ça en interne. Maintenant, si vous avez des doutes, si vous avez des difficultés, ou si par exemple jusque-là vous communiquiez sur des points spécifiques hem, comme la peau sensible par exemple, et que tout d'un coup, bah, il y avait pas de molécules connues comme, allergènes et que vous communiquez sur ce sujet et que maintenant ces molécules, vous devez les rajouter, bon, bah, pourquoi pas effectivement à ce moment-là voir avec, l'évaluateur, l'évaluatrice, comment effectivement faire cette transition. Dans tous les cas, quand vous allez faire cette transition, ce qu'il faut par contre, c'est garder, heu, vraiment des traces écrites de tous les efforts que vous aurez faits, les documents fournisseurs que vous aurez validés, les tableaux de calcul que vous aurez réalisés et cetera et cetera. Il faudra tout, voilà et faire une synthèse pour faire vraiment une analyse de risque et de signifier que, bah, effectivement, vous estimez qu'il n'y a pas de risque nouveau et qu'à ce regard,
vous pouvez tout à fait, valider ça en interne. Maintenant, effectivement, si vous travaillez avec des évaluateurs, des évaluatrices avec qui c'est fluide d'échanger, vous pouvez tout à fait, voilà, poser une petite question pour que la transition, pour aussi pour que vous soyez, rassurés en pratique, hein, dans cette transition. Alors, on arrive au terme de la visioconférence, mais si vous avez encore quelques questions, j'aurai plaisir à y répondre. Non, ça aurait été très clair. Alors si après pour le coup, si après la visioconférence, il y a une question là encore, technique, réglementaire, qui vous vient à l'esprit, hésitez pas à me la poser. Je laisserai, voilà une quinzaine de jours passer pour prendre un petit peu une synthèse des questions qui auraient pu arriver après cette visioconférence et de manière à ce que je puisse vous la retransférer. Je vous passerai aussi un petit questionnaire de manière à ce que, là, comme je vous disais, c'est une première, hein, dans le format cette visioconférence. Donc, vous n'hésiterez pas effectivement à me dire par ailleurs s'il y a d'autres sujets qui vous intéressent. Alors ça peut être des sujets, comme l'art réglementaire, professionnel, mais aussi des sujets plus génériques, voilà, que de manière à ce qu'on ait d'autres occasions de partager autour de ces sujets. Je vous dis, ça peut être aussi, hem voilà, c'est vrai que là, on n'a pas le temps de faire connaissance. Je connais beaucoup d'entre vous, mais pas forcément tous. Donc après, si vous avez d'autres, problématiques, ou si, notamment de nouveau, vous voyez qu'il y a des changements au niveau réglementaire, n'hésitez pas à me faire une proposition dans ce sens. Voilà, écoutez, je vous remercie, tous voilà, pour votre attention et puis, voilà, n'hésitez pas à vous inscrire, à la newsletter de manière à ce que ces petites informations puissent continuer à circuler. Je vous disais par exemple, bon voilà, on sera bientôt plus, sous la NSM et complètement sous la DGCCRF. Enfin voilà, ce sont des petits changements, donc comment va se passer par exemple la déclaration à ce niveau? Là encore, beaucoup de questions pour l'instant et pas beaucoup de réponses, mais ça peut faire partie des sujets qu'on sera amené à traiter. Merci à tous et voilà, à bientôt, pour une prochaine visioconférence. Au revoir.